Geneviève Morel avait 75 ans quand elle a décidé de prendre le train de Provence jusqu'à Bordeaux pour rendre visite à sa fille Mathilde. Cela faisait 3 ans qu'elle n'avait pas vu sa fille unique, 3 ans de conversations téléphoniques brèves et de promesses jamais tenues. Mais ce jour-là, quelque chose dans la voix de Mathilde l'avait alertée. Un tremblement imperceptible, une hésitation qui n'aurait pas dû exister chez une femme qui prétendait avoir tout réussi. La maison devant laquelle Geneviève s'est arrêtée était majestueuse. Une demeure bourgeoise du 19e siècle avec des volets blancs et un jardin impeccable. Exactement comme Mathilde l'avait décrite pendant des années. Mais quand la porte s'est ouverte, ce n'est pas le sourire radieux de sa fille que Geneviève a vu. C'était un visage ravagé par l'inquiétude, des cernes profonds sous des yeux qui avaient perdu leur éclat et une maigreur qui n'avait rien à voir avec un régime. Derrière Mathilde, dans l'ombre du couloir, Geneviève a aperçu quelque chose qui lui a glacé le sang. Une porte fermée avec un cadenas. Et derrière cette porte, un bruit qu'elle n'oublierait jamais, un sanglot étouffé, celui d'une jeune fille. Cette histoire va vous révéler comment les apparences peuvent détruire une famille, comment la honte nous pousse à mentir à ceux qui nous aiment le plus, et comment une mère même à 75 ans peut encore sauver sa fille des ténèbres qu'elle s'est elle-même créées. Si ces mots résonnent en vous, c'est peut-être parce que vous aussi, vous connaissez le poids des secrets familiaux. Cette chaîne existe pour partager ces histoires qui nous rappellent que derrière chaque façade parfaite se cache une vérité humaine, fragile et souvent douloureuse. Si vous sentez que ce récit vous appelle, restez avec nous. Chaque histoire ici est une invitation à regarder au-delà des apparences et à redécouvrir ce qui compte vraiment. Je m'appelle Geneviève Morel et j'ai passé ma vie entière dans un petit village de Provence, entre les lavandes et les oliviers. Mon mari Robert est mort il y a 8 ans, emporté par un cancer foudroyant, et depuis, je vis seul dans notre maison de pierre, entouré de souvenirs et du chant des cigales. Ma fille Mathilde est partie il y a 25 ans, juste après son mariage avec Philippe Beauregard, un homme d'affaires bordelais qu'elle avait rencontré lors d'un voyage. Elle m'avait promis de revenir souvent, de m'inviter dans sa nouvelle vie, de me faire rencontrer mes petits-enfants. Mais les années ont passé, et les visites se sont espacées jusqu'à disparaître complètement. Ce que je savais de la vie de Mathilde, je l'apprenais par téléphone. Des conversations de plus en plus brèves où elle me parlait de son entreprise florissante, de sa maison magnifique, de son mari attentionné. Elle m'envoyait des photos parfois, toujours les mêmes angles, toujours les mêmes sourires figés. Et moi, comme une vieille femme naïve, je croyais tout. Mais ce matin de novembre, quelque chose avait changé. Quand j'ai appelé Mathilde pour lui souhaiter son anniversaire, sa voix était différente. Il y avait des silences trop longs, des hésitations qui ne lui ressemblaient pas. Et puis, juste avant de raccrocher, elle a dit quelque chose qui m'a fait frémir. « Maman, si un jour tu apprends la vérité, j'espère que tu pourras me pardonner. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai fait ma valise et j'ai pris le premier train pour Bordeaux. Le voyage a duré 6 heures. 6 heures pendant lesquelles j'ai regardé le paysage défiler en me demandant ce que ma fille pouvait bien me cacher. Était-elle malade? Son mariage était-il en difficulté? Avait-elle des problèmes financiers? Chaque hypothèse me semblait plus terrifiante que la précédente. Quand je suis arrivé à la gare Saint-Jean, personne ne m'attendait. Mathilde ne savait pas que je venais. J'ai pris un taxi et j'ai donné l'adresse que je connaissais par cœur, celle que j'avais écrite sur tant d'enveloppes jamais ouvertes. La maison était exactement comme sur les photos. Imposante, élégante, avec cette allure bourgeoise qui m'avait toujours intimidé. Mais en m'approchant, j'ai remarqué des détails que les photos ne montraient pas. La peinture des volets qui s'écaillaient, les mauvaises herbes qui poussaient entre les dalles de l'allée, un volet au premier étage qui pendait de travers. J'ai sonné. 1 fois, 2 fois. Puis j'ai entendu des pas précipités et la porte s'est ouverte. Mathilde se tenait devant moi, et pendant un instant, je ne l'ai pas reconnue. Ma fille, celle qui m'envoyait des photos où elle resplendissait de bonheur, avait vieilli de 20 ans en 3 ans. Ses cheveux, autrefois brillants, étaient ternes et attachés à la hâte. Ses yeux, cernés et rougis, me regardaient avec une terreur que je n'avais jamais vue. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu voir ma fille, » ai-je répondu simplement. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le bruit. Un sanglot étouffé,
venant de quelque part dans la maison. Mathilde a pâli et a tenté de fermer la porte, mais j'ai posé ma main dessus. « Mathilde, qu'est-ce qui se passe ici ?» Mathilde m'a fait entrer à contre-cœur, ses yeux évitant les miens comme si elle avait honte de me regarder. L'intérieur de la maison était à l'image de l'extérieur, une façade qui s'effritait. Les meubles, autrefois luxueux, étaient usés. Des taches d'humidité marquaient les plafonds et une odeur de renfermé flottait dans l'air. Je me suis assise dans le salon, observant chaque détail avec une inquiétude grandissante. Sur la cheminée, il n'y avait plus de photos de famille. Les cadres étaient vides ou retournés. « Où est Philippe ?» ai-je demandé, remarquant l'absence évidente de mon gendre. Mathilde s'est assise en face de moi, ses mains tremblant légèrement. Elle a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Philippe est parti il y a 2 ans, maman. Il m'a quitté. » Les mots m'ont frappé comme une gifle. 2 ans. Ma fille vivait seule depuis 2 ans et ne m'avait rien dit. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Mathilde a secoué la tête, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Parce que ce n'est pas tout, maman. Philippe n'est pas simplement parti, il a tout pris. L'entreprise, les comptes, les économies. Il a falsifié des documents, contracté des dettes en mon nom, et il a disparu. La police le recherche encore, mais personne ne sait où il est. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ma fille, celle qui me parlait de sa vie parfaite, était ruinée. « Cette maison ?» ai-je demandé, regardant autour de moi. « Elle appartient à la banque maintenant. Ils m'ont laissé 6 mois pour trouver une solution, mais ce délai expire dans 3 semaines. Après ça, je serai à la rue. » Les larmes coulaient, maintenant librement sur son visage, et je me suis levé pour la prendre dans mes bras. Ma petite fille, celle que j'avais élevée seule après la mort de son père, celle qui avait toujours voulu prouver qu'elle pouvait réussir, s'effondrait dans mes bras. « Mais pourquoi m'avoir menti pendant tout ce temps ?» ai-je murmuré contre ses cheveux. Elle s'est écartée, essuyant ses yeux avec le dos de sa main. « Parce que j'avais honte, maman. Tellement honte. Tu as sacrifié tellement de choses pour m'élever, pour m'envoyer à l'université, pour me donner une chance. Et moi, j'ai tout gâché. Je ne pouvais pas te dire que j'avais échoué. Tu n'as pas échoué, Mathilde. Tu as été trahie par quelqu'un en qui tu avais confiance. Ce n'est pas la même chose. » Mais avant qu'elle puisse répondre, le bruit est revenu. Ce sanglot étouffé que j'avais entendu en arrivant. Cette fois, il était plus fort, plus désespéré. J'ai regardé Mathilde, qui avait pâli davantage. Qu'est-ce que c'est? Qui est là-haut? Mathilde a fermé les yeux, comme si elle rassemblait ses forces pour dire quelque chose qu'elle redoutait. C'est Clara, maman, ta petite fille. Clara. Ma petite fille que je n'avais pas vue depuis qu'elle avait 12 ans. Elle en avait maintenant 18 et je ne savais rien d'elle. Mathilde m'avait toujours dit qu'elle était occupée avec ses études, qu'elle préparait de grands examens, qu'elle n'avait pas le temps de parler à sa grand-mère au téléphone. Mais la vérité était bien plus sombre. Mathilde m'a guidé vers l'escalier, ses pas lents et hésitants. À chaque marche, elle semblait porter un poids invisible qui l'écrasait un peu plus. Après le départ de Philippe, Clara a commencé à changer, a-t-elle expliqué d'une voix à peine audible. Au début, c'était juste des sautes d'humeur. Puis elle a arrêté de manger, de sortir, de parler. Les médecins ont dit que c'était une dépression sévère. Mais je n'avais pas les moyens de lui payer un traitement approprié. Alors j'ai fait ce que je pouvais. Nous nous sommes arrêtés devant la porte avec le cadenas. De près, je pouvais voir qu'il n'était pas là pour empêcher quelqu'un d'entrer, mais pour empêcher quelqu'un de sortir. Elle a essayé de se faire du mal, maman. Plusieurs fois. Le cadenas, c'est pour sa propre sécurité. Je vérifie toutes les heures, je lui apporte ses repas, je lui parle à travers la porte. Mais elle refuse de me voir. Elle dit que tout est ma faute. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Ma petite fille, celle que j'avais tenue dans mes bras quand elle était bébé, était enfermée dans une chambre, malade et seule. « Ouvre cette porte », ai-je dit d'une voix ferme. « Maman, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Elle est très fragile et... » « Ouvre cette porte, Mathilde. » Ma fille a hésité, mais quelque chose dans mon regard l'a convaincue. Elle a sorti une clé de sa poche et a déverrouillé le cadenas. La porte s'est ouverte sur une chambre plongée dans la pénombre. Clara était recroquevillée sur son lit, dos à nous. Ses cheveux, autrefois blonds, étaient maintenant ternes et emmêlés. Elle portait un pyjama froissé et ne s'est pas retournée en nous entendant entrer.
Va-t'en, maman, a-t-elle dit d'une voix monocorde. Je ne veux pas te voir, ce n'est pas ta mère, ai-je répondu en m'approchant doucement. C'est ta grand-mère. Clara s'est figée. Lentement, elle s'est retournée, et j'ai vu son visage pour la première fois depuis 6 ans. Elle était pâle, amaigrie, avec des cernes profonds sous des yeux qui avaient perdu toute lumière. Mais c'était toujours ma Clara, la petite fille qui courait dans les champs de lavande et qui m'appelait Mamie Geneviève. « Mamie » a-t-elle murmuré, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'étais réelle. « Oui, ma chérie, je suis là. » Et pour la première fois depuis longtemps, selon ce que m'a dit Mathilde plus tard, Clara a pleuré. Non pas les sanglots étouffés que j'avais entendus, mais de vraies larmes, libératrices, qui coulaient sur ses joues tandis que je la prenais dans mes bras. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Je dormais sur le canapé du salon, passant mes journées entre Clara et Mathilde, essayant de comprendre l'étendue du désastre dans lequel ma famille s'était enfoncée. Clara ne parlait pas beaucoup, mais elle acceptait ma présence. Chaque matin, j'entrais dans sa chambre avec un plateau de petit déjeuner que je préparais moi-même. Des tartines beurrées, du chocolat chaud, des fruits frais. Les mêmes choses que je lui préparais quand elle était petite et qu'elle venait passer les vacances chez moi en Provence. Au début, elle ne touchait à rien. Mais peu à peu, elle a commencé à grignoter. Un morceau de pain ici, une gorgée de chocolat là, c'était de petites victoires, mais elles comptaient. Pendant ce temps, Mathilde s'occupait des aspects pratiques de leur situation désastreuse. Elle passait des heures au téléphone avec des avocats, des banquiers, des créanciers. Chaque conversation la laissait plus épuisée que la précédente. Un soir, après que Clara se fut endormie, je me suis assise avec Mathilde dans la cuisine. La pièce était froide, le chauffage ayant été coupé pour économiser de l'argent. « Combien dois-tu, exactement ?» ai-je demandé. Mathilde a hésité avant de répondre. « 300 000 €. C'est ce que Philippe a emprunté en mon nom avant de disparaître. La maison était censée servir de garantie, mais maintenant que la banque veut la récupérer, je ne sais plus quoi faire. » J'ai réfléchi un long moment avant de parler. « J'ai de l'argent, ai-je dit finalement. Mathilde m'a regardé avec surprise. « Maman, tu vis avec une petite retraite. Tu ne peux pas... » « J'ai de l'argent, ai-je répété. Ton père et moi, on a économisé pendant des années. Après sa mort, j'ai vendu une partie des terres. Je n'en ai jamais parlé parce que je voulais te laisser un héritage. Quelque chose pour quand je ne serai plus là. Mais à quoi bon un héritage si ma fille et ma petite-fille n'ont plus de toi ?» Les yeux de Mathilde se sont remplis de larmes. « Maman, je ne peux pas accepter ça. C'est ton argent, tes économies de toute une vie. » Je me suis levé et j'ai pris ses mains dans les miennes. « Écoute-moi bien, Mathilde. L'argent, ce n'est que du papier. Ce qui compte, c'est la famille. J'ai perdu ton père, je ne vais pas te perdre toi aussi. Ni Clara. » Mathilde a baissé la tête, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. « Je suis tellement désolé, maman. J'aurais dû te dire la vérité depuis le début. J'avais tellement honte de mon échec que j'ai préféré mentir plutôt que de demander de l'aide. Et regarde où ça nous a menés. Je l'ai serrée contre moi, comme je le faisais quand elle était petite et qu'elle avait fait un cauchemar. On ne peut pas changer le passé, ma fille, mais on peut encore sauver l'avenir. Les chemins que nous empruntons ne sont pas toujours ceux que nous avions imaginés. Parfois, c'est dans les moments les plus sombres que nous découvrons la vraie force de notre famille. Si cette histoire vous touche, c'est peut-être parce que vous aussi, vous comprenez le poids de la honte et la difficulté de demander de l'aide. Restez avec nous pour découvrir comment cette famille va tenter de se reconstruire. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. J'ai contacté mon notaire en Provence et j'ai fait transférer 150 000 € sur le compte de Mathilde. Ce n'était pas suffisant pour rembourser toute la dette, mais c'était assez pour négocier un arrangement avec la banque. Mathilde, armée de cette nouvelle ressource, a réussi à convaincre le directeur de la banque de lui accorder un délai supplémentaire. Elle vendrait la maison elle-même à un prix équitable et rembourserait le reste de la dette sur plusieurs années. Mais la vraie bataille, celle qui comptait le plus, se jouait dans la chambre de Clara. Chaque jour, je passais des heures avec ma petite fille. Au début, je ne faisais que m'asseoir près d'elle, en silence, tricotant ou lisant un livre. Je ne la forçais pas à parler. Je voulais simplement qu'elle sache que quelqu'un était là, que quelqu'un l'aimait sans condition.
Peu à peu, Clara a commencé à s'ouvrir. Elle m'a parlé de son père, de la trahison qu'elle avait ressentie quand il était parti. Elle m'a parlé de sa mère, de la colère qu'elle éprouvait envers elle pour avoir tout caché, pour avoir fait semblant que tout allait bien alors que leur monde s'effondrait. Elle croyait que si elle continuait à sourire, tout s'arrangerait, m'a dit Clara un après-midi, ses yeux fixés sur le plafond. Mais rien ne s'est arrangé. Les choses ont empiré. Et moi, j'ai fini par croire que j'étais le problème. Que si je n'existais pas, tout serait plus simple pour elle. Mon cœur s'est serré en entendant ces mots. Tu n'es le problème de personne, Clara. Tu es la solution. Tu es la raison pour laquelle ta mère continue à se battre, même quand tout semble perdu. Clara m'a regardé avec des yeux brillants de larmes. Tu le penses vraiment? J'ai pris sa main dans la mienne. Quand ta mère avait ton âge, elle a traversé une période difficile, elle aussi. Son père venait de mourir, et moi j'étais tellement noyé dans mon propre chagrin que je ne voyais pas sa souffrance. Un jour, elle m'a dit qu'elle voulait arrêter ses études, partir loin, disparaître. J'ai eu peur de la perdre, alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Je lui ai dit la vérité. Quelle vérité? Que j'avais besoin d'elle. Que sans elle, ma vie n'avait plus de sens. Que son père aurait voulu qu'elle se batte, qu'elle continue, qu'elle trouve le bonheur même dans les moments les plus sombres. Clara a serré ma main plus fort. Et ça a marché? J'ai souri doucement. Elle est restée. Elle a fini ses études, elle s'est mariée, elle t'a eu. Les choses n'ont pas toujours été faciles, mais elle a continué à avancer. Et maintenant, c'est à mon tour de te dire la même chose. J'ai besoin de toi, Clara. Ta mère a besoin de toi. On ne peut pas imaginer un monde sans toi. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Clara est descendue dîner avec nous. Elle n'a pas beaucoup mangé et n'a presque pas parlé, mais elle était là, assise à la table, faisant partie de notre famille. C'était un début. La vente de la maison a été finalisée au début du printemps. Un couple de retraités parisiens l'a achetée pour la transformer en chambre d'hôte. Ils ont payé un prix correct, pas suffisant pour effacer toutes les dettes, mais assez pour permettre à Mathilde de respirer. Avec l'argent restant, nous avons loué un petit appartement dans le centre de Bordeaux, dans un immeuble ancien mais bien entretenu. 3 pièces, une cuisine ouverte et un balcon qui donnait sur une cour intérieure plantée de tilleuls. Pour Clara, ce déménagement a été à la fois terrifiant et libérateur. Elle quittait la maison où elle avait grandi, celle où son père l'avait abandonnée, celle où elle avait touché le fond. Mais elle laissait aussi derrière elle les fantômes qui l'avaient hantée pendant si longtemps. Les premiers jours dans l'appartement ont été difficiles. Clara restait dans sa chambre, refusant de sortir. Mais j'avais appris à être patiente. Chaque matin, je frappais à sa porte avec une tasse de chocolat chaud. Parfois elle ouvrait, parfois non. Mais je ne cessais jamais d'essayer. Un matin, environ 2 semaines après notre emménagement, Clara est sortie de sa chambre habillée. Non pas en pyjama, mais en vêtements normaux. Un jean, un pull, des chaussures. « Je voudrais sortir », a-t-elle dit d'une voix hésitante. Mathilde et moi avons échangé un regard surpris. « Bien sûr, ma chérie. Où veux-tu aller » Clara a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Juste dehors. Voir le soleil. » Nous sommes sortis toutes les 3, bras dessus, bras dessous, marchant le long des quais de la Garonne. C'était une journée de printemps parfaite, avec un ciel bleu et une brise douce qui portait l'odeur des fleurs. Clara ne disait pas grand-chose, mais ses yeux étaient différents. Plus vivants, plus présents. « C'est joli ici », a-t-elle finalement dit, regardant les reflets du soleil sur l'eau. « Oui, ça l'est », ai-je répondu. « Et ce sera encore plus joli demain, et après-demain, et tous les jours qui suivront. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Clara a souri. Un vrai sourire, pas celui, figé et forcé, que j'avais vu sur les photos que Mathilde m'envoyait autrefois. Pendant ce temps, Mathilde avait commencé à chercher du travail. Son ancien réseau professionnel s'était effondré avec la disgrâce de Philippe, et beaucoup de portes se fermaient dès qu'on entendait son nom. Mais elle persistait, envoyant des CV, passant des entretiens, refusant de se laisser abattre. Un jour, elle est rentrée avec une nouvelle surprenante. « J'ai trouvé quelque chose », a-t-elle annoncé, un éclat de fierté dans les yeux. « Ce n'est pas grand-chose, juste un poste d'assistante administrative dans une petite entreprise, mais c'est un début. » Je l'ai serrée dans mes bras, fière d'elle comme je ne l'avais jamais été.
C'est plus qu'un début, ma fille. C'est une nouvelle vie. L'été est arrivé, apportant avec lui une chaleur qui réchauffait non seulement les corps, mais aussi les cœurs. Clara avait accepté de voir un psychiatre, financé par ce qu'il restait de mes économies. Les séances étaient difficiles, mais elle l'aidait à comprendre ce qu'elle avait traversé et à trouver des moyens de faire face. Un après-midi, alors que nous étions assises sur le balcon à regarder les tilleuls se balancer dans la brise, Clara m'a posé une question que je n'attendais pas. « Mamie, pourquoi tu ne m'as jamais jugé ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre. « Parce que je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit, ma chérie. J'ai fait mes propres erreurs dans la vie, des erreurs que j'ai longtemps cachées par honte. Ton grand-père et moi, on n'a pas toujours été heureux. Il y a eu des moments où j'ai voulu tout abandonner, partir, recommencer ailleurs. Mais je suis resté, non pas par courage, mais parce que je ne savais pas comment faire autrement. » Clara m'a regardé avec surprise. Je ne savais pas ça. Personne ne le sait. C'est le genre de choses qu'on garde pour soi, qu'on enterre au fond de son cœur, en espérant que ça disparaîtra. Mais ça ne disparaît jamais vraiment. Ça reste là, comme une cicatrice, qui nous rappelle ce qu'on a traversé. Est-ce que tu regrettes d'être resté ? J'ai souri, regardant le ciel bleu au-dessus de nous. Non. Parce que si j'étais parti, je n'aurais pas eu ta mère. Et si je n'avais pas eu ta mère, je ne t'aurais pas eu toi. Les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Mais parfois, les détours qu'on prend nous mènent exactement là où on devait être. Clara a posé sa tête sur mon épaule, et nous sommes restés là en silence, profitant du soleil et de la compagnie l'une de l'autre. Pendant ce temps, Mathilde s'était adaptée à son nouveau travail avec une détermination qui me rappelait la jeune femme ambitieuse qu'elle avait été autrefois. Son patron, un homme d'une 60aine d'années qui avait lui-même traversé des difficultés financières, appréciait son travail acharné et sa résilience. Un soir, elle est rentrée avec une nouvelle qui nous a toutes surprises. « On m'a proposé une promotion », a-t-elle annoncé, les yeux brillants. « Je deviendrai responsable du service administratif. C'est plus de responsabilités, mais aussi un meilleur salaire. C'est merveilleux, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Mais la vraie surprise est venue de Clara. « Félicitations, maman », a-t-elle dit doucement. « Je suis fière de toi. » Mathilde s'est figée, les yeux remplis de larmes. C'était la première fois depuis des années que Clara lui disait quelque chose de positif. « Merci, ma chérie », a-t-elle murmuré. « Ça compte plus que tu ne peux l'imaginer. La vie ne nous offre pas toujours ce que nous espérons, mais parfois, elle nous donne quelque chose de mieux. Une seconde chance. Si cette histoire vous touche, c'est peut-être parce que vous aussi, vous croyez au pouvoir de la résilience et de l'amour familial. Restez avec nous pour découvrir comment cette famille continue à se reconstruire. L'automne a apporté des changements que personne n'avait anticipés. Clara, qui avait passé des mois enfermée dans sa chambre, avait décidé de reprendre ses études. Elle s'était inscrite à l'université de Bordeaux en littérature, une passion qu'elle avait abandonnée quand tout s'était effondré. Le premier jour de cours, je l'ai accompagnée jusqu'aux portes de l'université. Elle tremblait légèrement, ses mains crispées sur la bandoulière de son sac. « Tu es sûre que tu es prête ?» ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. « Non. Mais le psychiatre dit que c'est normal d'avoir peur. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser la peur nous arrêter. » Je l'ai serrée dans mes bras une dernière fois. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Clara. Et n'oublie pas, je serai là quand tu rentreras. » Elle a disparu dans la foule d'étudiants, et je suis resté là un moment, regardant la porte par laquelle elle était passée. Ma petite fille, celle qui avait voulu disparaître quelques mois plus tôt, faisait maintenant ses premiers pas vers une nouvelle vie. Mais ce n'est pas Clara qui a fait la nouvelle la plus surprenante de cet automne. Un soir, alors que nous dînions toutes les trois, Mathilde a posé ses couverts et nous a regardés avec une expression sérieuse. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Clara et moi avons échangé un regard inquiet. La police a retrouvé Philippe. Le silence qui a suivi était assourdissant. Philippe, l'homme qui avait détruit notre famille, qui avait volé l'avenir de sa femme et de sa fille, était enfin localisé. « Où est-il » ai-je demandé. « En Espagne. Il vivait sous un faux nom depuis 2 ans. Ils vont l'extrader et le juger pour fraude et détournement de fonds. » Clara n'a rien dit. Son visage était fermé, impossible à lire. « Qu'est-ce que tu ressens » lui ai-je demandé doucement.
Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas. Pendant longtemps, j'ai cru que je le haïssais. Mais maintenant, je crois que je ne ressens plus rien. Il fait partie du passé, et je ne veux pas qu'il fasse partie de mon avenir. Mathilde a tendu la main vers sa fille. Tu n'es pas obligée de le voir, de lui parler, ou de faire quoi que ce soit. C'est ton choix. Clara a pris la main de sa mère, et pour la première fois depuis longtemps, elles se sont regardées sans rancœur, sans colère, juste avec une compréhension mutuelle née de tout ce qu'elles avaient traversé ensemble. Je sais, maman, et je choisis de continuer à avancer. Les semaines suivantes ont été dominées par les procédures judiciaires. Philippe a été extradé et jugé. Il a été condamné à 5 ans de prison et obligé de rembourser une partie des sommes qu'il avait détournées. Ce n'était pas une victoire totale, mais c'était une forme de justice. Le jour du verdict, nous n'étions pas au tribunal. Nous étions chez nous, dans notre petit appartement, à vivre notre vie. Mathilde travaillait, Clara étudiait, et moi, je préparais le dîner en écoutant la radio. Quand Mathilde est rentrée ce soir-là avec la nouvelle du verdict, elle n'a pas sauté de joie. Elle a simplement hoché la tête et dit « C'est terminé ». Et c'était vrai. Ce chapitre de leur vie était enfin clos. L'hiver a été doux cette année-là, comme si même la météo voulait nous épargner. Noël approchait et pour la première fois depuis des années, nous avions quelque chose à célébrer. Clara avait réussi son premier semestre à l'université avec d'excellentes notes. Ses professeurs la décrivaient comme brillante et déterminée, des mots que je n'aurais jamais cru entendre quelques mois plus tôt. Mathilde avait obtenu sa promotion et commençait à rembourser les dernières dettes. Le poids qui pesait sur ses épaules depuis si longtemps semblait enfin s'alléger. Et moi, à 76 ans, j'avais trouvé un nouveau sens à ma vie. Celui d'être présente pour ma famille, de les soutenir, de les aimer sans condition. Le soir de Noël, nous avons dressé une petite table dans le salon, décorée avec des bougies et des branches de sapin. Ce n'était pas le luxe auquel Mathilde avait été habituée, mais c'était chaleureux, authentique, rempli d'amour. Clara avait préparé un gâteau au chocolat, sa première tentative de pâtisserie depuis des années. Il était un peu de travers et légèrement brûlé sur les bords, mais c'était le meilleur gâteau que j'avais jamais goûté. Pendant le repas, Clara a levé son verre. « Je voudrais porter un toast. » Nous l'avons regardée, surprise par cette initiative. À Mamie Geneviève, qui a tout abandonné pour venir nous sauver. Sans elle, je ne serais probablement plus là pour dire ces mots. Les larmes me sont montées aux yeux. Et à maman, a-t-elle continué en se tournant vers Mathilde. Je sais que je t'ai dit des choses horribles. Je t'ai accusé de tout ce qui n'allait pas. Mais maintenant, je comprends que tu faisais de ton mieux avec ce que tu avais. Tu m'as protégé même quand je ne voulais pas l'être, et je suis désolé de t'avoir repoussé. Mathilde pleurait maintenant, des larmes de soulagement et de joie mélangées. Oh ma chérie, tu n'as pas à t'excuser. J'aurais dû être plus honnête avec toi, avec tout le monde. J'aurais dû demander de l'aide au lieu de faire semblant que tout allait bien. Clara s'est levée et a pris sa mère dans ses bras. C'était un moment que j'avais espéré voir depuis si longtemps. Un moment de réconciliation véritable. Quand elles se sont séparées, Clara m'a regardé avec un sourire. « Et toi, mamie? Tu ne dis rien ?» J'ai réfléchi un moment avant de parler. Je suis juste heureuse d'être ici, avec vous deux. Pendant des années, j'ai vécu seule dans ma maison de Provence, entourée de souvenirs et de regrets. Je me demandais souvent à quoi servait ma vie maintenant que ton grand-père était parti. Mais aujourd'hui, je sais. Je suis là pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Que la famille, c'est plus que des liens de sang. C'est être présent quand ça compte le plus. Cette nuit-là, après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé pour regarder un vieux film de Noël. Clara s'est endormie contre mon épaule, Mathilde contre la sienne. 3 générations de femmes, unies par l'épreuve, plus fortes qu'elles ne l'avaient jamais été. Le printemps suivant, j'ai pris une décision difficile. Ma santé commençait à décliner, rien de grave, mais assez pour me rappeler que je n'étais plus une jeune femme. J'ai décidé de vendre ma maison en Provence et de m'installer définitivement à Bordeaux. La vente a été plus difficile que je ne l'avais anticipé. Cette maison contenait 50 ans de souvenirs, 50 ans de vie avec Robert, 50 ans de joie et de peine. Mais je savais que ma place était désormais auprès de ma fille et de ma petite-fille. Avec l'argent de la vente, j'ai pu aider Mathilde à acheter un petit appartement, non plus en location, mais en propriété. Ce n'était pas grand, mais c'était le leur.
un endroit qu'elles pouvaient appeler chez elles sans craindre qu'on le leur reprenne. Clara a terminé sa première année d'université avec mention. Elle s'est fait des amis, elle sort, elle rit. Elle voit toujours son psychiatre une fois par mois, mais les séances sont devenues des conversations plus que des thérapies. Elle m'a dit un jour qu'elle ne serait jamais complètement guérie de ce qu'elle a traversé, mais qu'elle avait appris à vivre avec. Mathilde a été promue directrice administrative de son entreprise. Elle gagne maintenant suffisamment pour subvenir à leurs besoins et même pour épargner un peu. Elle a commencé à sortir de temps en temps, pas encore prête pour une nouvelle relation, mais ouverte à la possibilité. Et moi? J'ai 80 ans maintenant. Mes jambes ne sont plus aussi solides qu'avant, et ma mémoire me joue parfois des tours. Mais chaque matin, je me réveille dans un appartement rempli de rires et d'amour, et je sais que j'ai fait le bon choix. Un dimanche après-midi, alors que nous prenions le thé sur le balcon, Clara m'a posé une question. « Mamie, tu regrettes d'avoir tout quitté pour venir nous sauver ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre. « Non, ma chérie, je ne regrette rien. Parce que ce que j'ai trouvé ici avec vous vaut plus que n'importe quelle maison ou n'importe quel souvenir. L'amour, le vrai, ce n'est pas ce qu'on possède. C'est ce qu'on donne sans attendre en retour. » Clara a souri et m'a pris la main. « Merci, mamie, pour tout. » Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre que j'ai cachée dans mon tiroir. Une lettre pour Mathilde et Clara, à lire quand je ne serai plus là. Dans cette lettre, je leur ai dit la même chose que je vous dis maintenant. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de détours, d'obstacles, de chutes et de relèvements. Mais tant qu'on a quelqu'un à aimer et quelqu'un qui nous aime, on n'est jamais vraiment perdu. Ma fille a fait des erreurs. Elle a menti, elle a caché la vérité, elle a laissé sa honte la consumer. Mais elle a aussi trouvé le courage de se relever, de demander de l'aide, de reconstruire sa vie pierre par pierre. Ma petite fille a touché le fond. Elle a voulu disparaître, cesser d'exister, abandonner le combat. Mais elle a aussi trouvé la force de remonter à la surface, de réapprendre à vivre, de croire en un avenir meilleur. Et moi, une vieille femme de Provence, qui pensait avoir vécu sa vie, j'ai découvert que le plus beau chapitre était encore à écrire. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous l'envie de tendre la main à quelqu'un qui souffre en silence, alors elle aura accompli son but. Nous vivons tous derrière des façades, des masques que nous portons pour cacher nos failles. Mais c'est quand ces façades s'effondrent que nous découvrons qui nous sommes vraiment et qui sont ceux qui nous aiment vraiment. Cette chaîne existe pour rappeler que derrière chaque sourire figé peut se cacher une douleur immense et que parfois, un simple geste de présence peut sauver une vie. Votre attention à ces récits compte, votre compassion compte, et peut-être qu'aujourd'hui, vous trouverez le courage de dire à quelqu'un que vous êtes là pour lui, quoi qu'il arrive. Car c'est ainsi que les familles survivent aux tempêtes, non pas en faisant semblant que tout va bien, mais en affrontant ensemble la vérité, aussi douloureuse soit-elle.